Hernan was born in Miami, Florida. Né en Floride en 1978, il travaille à Miami et Detroit, au Michigan. Il a déjà été dans 2 expositions individuelles majeures, The Other Side au Kunstverein de Hanovre en 2012 et également une rétrospective de la Rubel Family Collection en Miami en 2007, qui a été montrée ensuite au Brooklyn Museum of Art en 2009. Herman Bass a également été inclus dans Aquatopia, l'imaginaire de l'océan profond. Il a également voyagé au Tate Center l'année dernière, si je ne me trompe. Et les collectionneurs a été montré donc aussi au Biennale de Venise. Et Light Color in Picture at the Aspen Art Museum en 2007, Ideal Worlds, New Romanticism dans l'art contemporain, à the Sanskrit en Francfort, et un autre biennale, In the Supernatural, at the Museum of Contemporary Art of North Miami. Donc, j'ai compris aussi qu'il passe aussi du temps en France à la résidence de Giverny. Donc, il parle français, mais il préfère donner sa présentation en anglais. Donc, je suis ravie de vous passer le micro. Merci, Hernan. Hi, good morning. Happy Halloween for those of you who celebrate. Joyeux Halloween pour ceux d'entre vous qui le fêtent. Donc, je voudrais parler d'un aspect de mon travail. Ce n'est pas entièrement ce que je fais, mais au fait, j'aime beaucoup cet aspect. C'est donc tout ce qui est occulte, tout ce qui est supernaturel. Je pense que pour Halloween, c'était tout à fait approprié. J'ai grandi à Miami. Et je suis née en 1978, mais quand j'avais 1 an, on est parti en Floride. Et donc, la Floride du Nord, donc au milieu de nulle part. Donc, c'était vraiment étrange parce que nous avions des tas de choses du genre les fantômes, les ovnis, tout cela m'a beaucoup influencé pendant toute ma vie. Cette expérience d'être en contact avec le surnaturel très tôt. Donc, ma sœur aînée et mon frère aîné étaient également une influence parce que ma sœur était une sorcière. Et puis, j'avais un frère démonologue. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il est toujours démonologue. Mais en tout cas, l'idée d'explorer l'occulte et tout ce qui est un peu mystérieux, pour moi, je pense, dans mon travail, j'ai un certain lien à tout ça parce que je traite de sujets un peu difficiles, un peu sombres, mais avec une sensibilité un peu pop. Donc, voici mon titre. Donc, on a un feuilleton qui s'appelle Dark Shadows aux États-Unis. C'était dans les années 60. C'était la première feuilleton un peu surnaturel qui existait à la télévision. Et il y avait donc une famille qui avait beaucoup de problèmes dans leur vie. Quand leur cousin revient, il se trouve que c'était un vampire. Donc, il y a un certain nombre de drames par la suite à cause de ce vampire. Donc, j'ai adoré Dark Shadows. Mais j'aimais aussi cet horrible feuilleton entre 1999 et 2008 qui s'appelait Passion. Et Passion, c'était vraiment la chose la plus bizarre que je n'ai jamais vue à la télé. Au fait, c'était autour d'un petit village en Amérique du Nord et toute la ville était hantée par Tabitha, qui était une sorcière de 300 ans. Et évidemment, elle a causé beaucoup de problèmes dans la ville. Il y avait des fantômes et des poltergeists et toutes sortes d'autres mondes bizarres. J'étais totalement addict. J'ai jamais vraiment aidé les feuilletons, mais si vous rajoutez des fantômes, des démons, etc., moi, je suis là. Donc, ça, c'est Tabitha, qui avait 300 ans, une sorcière de 300 ans. Et elle avait plein de poupées qui étaient ses copines, qui étaient des poupées vivantes en quelque sorte. Donc, c'était un peu de l'atmosphère. Et voilà un autre personnage qui était donc un homme qui avait 2 visages. Et puis, il y avait Teresa aussi. C'était totalement n'importe quoi, mais de façon vraiment sympa. Et
je pense qu'une autre raison pour laquelle c'était bien, c'était grâce à lui, parce que lui était très populaire. C'est toujours sympa de voir des tas de mecs sans chemise très beaux dans votre feuilleton. Donc, non seulement vous avez des démons, mais des mecs sans chemise. C'était super. Donc, il y avait cette idée de camp. Alors, j'ai essayé de trouver, au fait, une traduction de camp. Je ne sais pas trop si vraiment c'est exactement ça en français, mais l'idée de camp ou kitsch est très proche de mon travail. Je ne sais pas si mon travail est considéré comme étant campy, mais une chose que je peux dire au niveau du camp, c'est qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Et je pense que c'est quelque chose personnellement que j'essaie de faire dans mon travail. J'essaie de trouver de l'humour. Et évidemment, quelquefois, les gens ne comprennent pas mon humour immédiatement, mais en tout cas, c'est extrêmement important pour moi. Donc, je voulais aussi vous parler d'autres séries qui sont en relation avec l'occulte dans mon travail. D'abord, un personnage dont je voulais parler, c'est Satan. C'est vraiment quelqu'un que j'adore. Il est très drôle sur le plan historique. Et voici, je suis fasciné avec Satan. Et c'est un petit peu grâce aussi à mon frère aîné démonologue, mais également, je le transforme de façon un peu pop. Quand on pense à Satan aux États-Unis, c'est quelqu'un qui fait peur. C'est des gens qui sacrifient des gosses à Satan, toutes sortes de choses de ce genre. Et puis dans les années 80, tout le monde a eu peur aux États-Unis parce que on pensait qu'il y avait des satanistes qui kidnappaient les enfants partout dans le pays, ce qui n'était absolument pas vrai. Mais moi, c'est un petit peu l'ambiance dans laquelle j'ai grandi. Tout le monde avait peur du satanisme. Voici, donc les satanistes sacrifient les enfants. C'est un petit peu l'idée de ce que c'est qu'un sataniste pour moi. C'était donc quelqu'un qui faisait peur. Et du coup, j'ai décidé de commencer une série qui continue toujours. Donc là, on a un sataniste le dimanche. L'idée, c'est donc de peindre un portrait de sataniste chaque jour de la semaine. Donc ici, nous avons le dimanche. J'ai aimé l'idée parce que, au lieu de le montrer comme quelqu'un qui fait peur, je me suis dit, c'est quelqu'un qui va juste lire un livre le dimanche. Donc, on essaye de le rendre plus gentil. Et c'est une scène qui paraît simple et romantique, mais après, il faut réaliser en regardant de plus près que nous avons des écritures sataniques sur les murs, des instruments pour dessiner des pentagrammes sur les peaux des gens. Et puis, c'est pas exactement les New York Times le dimanche, c'est plus le portrait de quelqu'un qui est au fait plus sympathique, mais quand même assez méchant. Là, on a encore un sataniste qui va à l'église, un gars à l'église, et donc c'est tout petit, c'est à peu près grand comme ça. Et c'était une idée simple, mais je me demandais qu'est-ce que faisait un sataniste à l'église. Eh bien, il mettra des boules qui dans les oreilles et ça résout son problème. Ensuite, nous avons le diable en général. Et j'ai commencé à réfléchir plus au diable. Et en tant que personnage, en tant qu'être humain, quelqu'un avec qui je pouvais être ami. Et donc, j'ai fait une série en 2005 que j'ai appelée Méphistophèle, pardon. Et donc, voici quelqu'un qui arrive, qui apparaît aux gens et qui les trompe, c'est quelqu'un de mystérieux, de méchant. Mais je me suis dit, comment serait le diable à l'âge de 17 ans. Donc, ce serait peut-être une façon d'explorer plus sa personnalité. Donc, on pense souvent au diable comme étant quelqu'un de méchant. Mais je me disais, s'il était plus comme cette fille à 17 ans, l'idée qu'il est donc un peu plus le côté angoissé, si vous voulez, du diable. Qu'est-ce qu'il aurait fait en tant que homme de 17 ans qui est possédé par la colère. Donc voilà, on a le diable qui donc a créé les chauves-souris et c'était une blague pour lui. Donc voilà, les chauves-souris du monde. Et puis évidemment, comme n'importe qui, à l'âge de 17 ans, il lisait de la poésie sans arrêt.
Et je me suis dit, s'il avait un jardin, ce serait probablement que des mauvaises herbes. Donc, il avait un jardin plein de plantes que personne ne veut. Donc, voilà, il est là avec ses fleurs et ses mauvaises herbes. Là, on avait aussi un autre personnage que j'aime beaucoup, le vampire. Mais ça a énormément changé depuis quelques décennies, sur le plan culturel, évidemment. On a donc le vampire, la figure du vampire. Et évidemment, on avait ma sœur aînée qui lisait des romans d'Anne Rice sur les vampires. C'était très romantique, donc l'idée romantique des vampires par rapport à Nosferatu de 1922, qui est nettement moins romantique. Et donc, c'est un petit peu... C'est encore notre idée préconçue du mal, mais là, ça a changé d'aspect. Je trouve ça très drôle et même très bizarre. On est allé de Nosferatu à des adolescents sexy, donc ils sont quand même des vampires. Donc j'ai trouvé ça l'autre jour, j'ai trouvé ça extrêmement drôle parce que le gars qui joue le rôle du vampire a donc des liens familiales avec Vlad the Impaler. Et donc je trouvais ça drôle. C'était quelqu'un de méchant, donc qui au fait mettait des morceaux de bois dans les cœurs des gens. Et donc voilà, la peinture que j'ai faite sur les vampires, c'est les chauves-souris sur le pont. Donc c'est grosso modo abstrait comme tableau, c'est un peu difficile à comprendre, je pense. Mais on a donc une grange. Et pour moi, c'était un vampire qui n'était pas vraiment un vampire. Au fait, c'est un adolescent qui aime faire semblant d'être un vampire. Donc, il s'en va sur le pont avec sa grange et il attend que les chauves-souris se réveillent la nuit. Donc, voilà, c'est plus le côté romantique de ce culte par rapport à son côté terrifiant. Et j'adore aussi les films d'horreur. Et donc, le cinéma occulte a également influencé mon travail. Et je voulais également rendre hommage à ça. Donc là, nous avons un film qui vient des années 50 qui s'appelle Le village des damnés. Et l'idée du film, c'est que ces enfants, ils ont des yeux qui brillent et ils ont le pouvoir de diriger les gens. Donc moi, j'ai appelé ça le village de ceux qui sont dames, qui ont une chance de damner. Et donc, voilà, au fait, au lieu de s'entretuer, ils font l'amour, donc c'est quand même un peu différent. C'est donc quelque chose qui aurait été, si vous voulez, une catastrophe pour la ville est devenu quelque chose, disons, plus joyeux. Donc, c'est le village de ceux qui ont une chance de damner. Ensuite, on a le Night of the Living Dead, donc la nuit des morts vivants. Et c'est, au fait, un film de zombies. C'est apparemment le premier film de zombies. Et quand je regardais ce film, j'avais vu cette image et ça m'a vraiment attiré parce que pour moi, j'avais l'impression qu'on voyait une sorte de publicité pour Yves Saint Laurent. Et à l'époque, j'étais très fasciné par Dior pour hommes et puis d'autres stylistes. Donc, j'ai réfléchi ensuite sur Dior et la mode masculine. Et du coup, ici, par exemple, on voit que nos modèles sont couverts de sang quelque part. Et moi, je trouvais ça très intéressant pour l'époque. Ensuite, j'ai commencé à réfléchir sur les images encore de la mode masculine. Et le résultat, c'est ça, qu'on appelle la nuit des morts vivants très beau ou magnifique. Donc, c'est quelque chose qui est potentiellement terrifiant, un groupe de zombies qui vous attaque. Là, j'avais vu plutôt toute une horde de très beaux garçons qui arrivent vers vous. Moi, je veux bien que ces zombies m'attaquent. Moi, ça me va très bien. Donc, je joue beaucoup avec ce genre d'humour, si vous voulez, l'humour camp. Je ne me prends pas trop au sérieux. Et là, je voulais également vous parler des étapes de mon travail qui m'amènent au résultat final, du tableau final. Donc, je vis à Détroit, au Michigan, à peu près la moitié de l'année.
Et la ville est connue pour ses maisons abandonnées, totalement détruites. Mais je n'avais pas très envie de les peindre, ceci dit, parce que je pensais que si je peigne ces maisons à Détroit, les gens vont se dire que, au fait, je parle de la pauvreté, la difficulté, tout ça. Mais ce n'est pas du tout ce que je vois en regardant ces maisons. Pour moi, ce sont des maisons hantées. Et moi, je trouvais ça formidable. Donc, je regardais toutes ces maisons détruites, brûlées. Ça me rappelait l'église de Satan qui a été fondée en 1966 par Antoine Beauvais. Et c'est à San Francisco. Donc, on a une maison peinte en noir qui est pleine de satanistes, en gros. Et ici, j'ai donc décidé de peindre une structure qui est une maison détruite. Mais quand je travaillais sur ce tableau, je voulais qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est un détail de ce tableau. Et je voulais qu'il y ait quelque chose qui se passe de mystérieux. Donc, j'ai fait une sorte de lumière bizarre à l'intérieur des fenêtres. Et quand je l'ai peint, ça m'a rappelé, au fait, ce moment de la vidéo de Lady Gaga. C'est un peu ce que je voulais faire. Disons, on ne sait jamais où on pourrait trouver de l'inspiration. Curieusement, il y a des connexions qui se font dans votre cerveau, on ne sait pas pourquoi. Donc, je faisais ce tableau. J'ai peint les fenêtres. Ça m'a rappelé Lady Gaga. Et ça, c'est encore un truc que j'ai trouvé hier, que j'ai trouvé très drôle. Donc, on a Lady Gaga en tant que diable. Et donc, je regardais encore Lady Gaga et différentes images d'elle. Et il y a un autre qui me rappelait Gozer du film Ghostbusters de 1984. Donc, je pensais à Gozer. Et voilà Sigourney Weaver. Excusez-moi. Voilà les Ghostbusters. Donc, Ghostbusters m'est arrivé à l'esprit. Et même ce côté un peu... les pistolets à lumière, enfin, les armes à feu avec de la lumière. Et là, on a la cheminée avec un peu le même effet de lumière qui sort. Et ce qui est étrange avec Ghostbusters, c'est que encore une fois, on a quelqu'un qui prend quelque chose qui fait peur et qui l'a traduit en quelque chose de pop, une sensation pop. Et on a également Dan Aykroyd qui a écrit Ghostbusters. Il a évidemment grandi avec des parents qui étaient spiritualistes, qui faisaient des séances chez eux tous les soirs. Donc, encore une fois, il a transformé cette expérience qui était potentiellement terrifiante dans quelque chose de drôle, si vous voulez, un homme champignon qui vous attaquait. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de faire aussi dans mon propre travail. Je prends ce qui fait peur et je le rends plus accessible au public parce que, en essayant de ne pas leur faire peur. Donc, il y a encore un autre personnage dans le film. C'était Rick Moranis qui devient le Keymaster, donc le maître des clés dans le film. Donc, c'est lui qui fait que ce soit possible pour les démons d'habiter le personnage de Sigourney Weaver. Donc, le maître des clés, ou Keymaster, m'a amené ici vers une sorte de pastorale où une espèce de sataniste le mardi. On l'a ici dans le jardin, il attend pour inviter quelqu'un chez lui. Dieu sait ce qui vous arriverait une fois à l'intérieur. Donc, voilà, c'est le sataniste le mardi. Et une autre chose qui m'a beaucoup plu dans ce travail par rapport au genre, aux peintures de genre et l'occulte, quand je fais mes recherches Google, tout d'un coup, on voit mes tableaux. Je trouve ça formidable. Donc, quand j'ai fait un Google sur les satanistes et l'occulte, on a donc bien sûr la Maison Noire, mais il est juste à côté de mon tableau. J'étais ravie de voir ça. Donc, c'est très sympa de faire partie de ce vocabulaire, en quelque sorte, et qui va probablement exister pour le restant de l'éternité grâce à Google. Donc, si vous faites Google sataniste, vous allez trouver mes tableaux. Donc, voilà. On a ici un autre tableau que je voulais inclure, car j'ai toujours trouvé qu'il était drôle que tous ces programmes sur les fantômes, tout le monde cherche les fantômes le soir, mais moi, je voulais faire quelque chose sur la journée. Pourquoi ne pas voir des fantômes dans la journée? Donc là, nous avons une apparition dans la journée.
Ensuite, je voulais parler un petit peu sur le process, comment je construis un tableau. Je pense que c'est un petit peu, bien sûr, notre thème de la journée. Ainsi donc, je travaille plus sur les concepts dans le tableau. Donc, pendant une semaine, je mets une semaine à comprendre ce que je veux peindre. Donc, une fois que je le peins, c'est vraiment la partie la plus facile parce que la partie la plus facile, c'est peindre le tableau. Réfléchir sur ce que je veux peindre, ça prend du temps. Mais curieusement, quand je commence à peindre, au fait, juste pour casser un peu la surface blanche, je commence toujours avec des tableaux abstraits qui pourraient devenir des peintures abstraites si j'avais envie d'être un peintre abstrait. Mais je fais donc ces sortes de tableaux abstraits juste pour rire. Et quelquefois, je fais semblant de faire un Cy Twombly ou un de Kooning en dessous de mes tableaux. Mais ils finissent toujours par devenir quelque chose qui est de moi. Voilà l'avant-après, par exemple. Avant, comme vous pouvez voir quelques aspects, bien sûr, qui, par exemple, du côté, vous avez une espèce de forme en éventail qui devient les feuilles. Mais ça s'appelle donc la théorie de la soupe primordiale. Et c'est l'idée de la soupe primordiale par rapport à nos origines. Donc, j'ai imaginé un personnage homosexuel. Et tout le monde dit que les homosexuels, c'est pas naturel. Donc, je voulais que, justement, cet homosexuel qui est né dans ce monde nouveau de la soupe primordiale, ainsi donc, c'est la soupe primordiale homosexuelle. Donc, ici, on a un autre tableau, le début d'un autre tableau, qui est peut-être une composition abstraite un peu bizarre, et ça devient ça, je ne sais comment. Donc voilà, eh ben comment faites-vous? Vous vous demandez sans doute, posez la question. Donc je ne savais pas à quel point c'était phallique. Excusez-moi, je ne me rendais pas compte. Mais c'est pour ça que nous couvrons cette partie phallique. Donc ça s'appelle David et Goliath. Et c'est un grand tableau. Il est un tout petit peu plus petit que l'image projetée, je dirais. Mais il est basé sur l'idée de David et Goliath. Et c'est une image qui nous montre le studio de Kooning dans les Hamptons à New York. Pour moi, ce n'est pas un autoportrait, mais j'aime l'idée que, en tant que peintre, de Kooning est vraiment un Goliath pour moi. Et du coup, je voulais imaginer David qui va chez Goliath et qui amène donc quelque chose pour casser les vitres de ce studio. C'est un acte d'agression contre son style, quelque part. Encore un autre fond un peu bizarre que j'ai transformé, je ne sais comment, vers ce tableau. Je ne me souviens plus du titre de ce tableau. Je me suis désolé. Et puis, voilà ici encore un fond. C'est difficile pour moi de me rappeler comment je commence ces tableaux parce que je vais vous en parler plus tard. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de lisse. Il faut que je combats ou que je me bats avec mes tableaux quelque part. Donc là, on est allé donc de ce qu'on a vu avant vers ça. Ensuite, c'était ça. Ensuite, c'était la fin qui s'appelle l'ermite ornemental et c'est encore un tableau assez grand. Et l'ermite ornemental était vraiment un de mes tableaux préférés de l'année. Et l'idée, c'est que pendant le 19e siècle, les gens aimaient embaucher des ermites, des faux ermites, pour qu'ils habitent chez eux. Et donc, c'était chic d'avoir son domicile fixe chez vous. Et du coup, et puis en plus, personne ne voulait ce travail, n'est-ce pas? Vous êtes payé pour habiter comme un ermite, donc les gens n'en restaient pas longtemps parce que personne n'avait envie de faire ça. Donc, au fait, ils ont fini par faire des sortes de robots, des personnages fausses. Et puis, ils le mettaient quelque part. Et comme ça, tout le monde pourrait penser que vous aviez un ermite, même si c'était un robot. Donc, voici mon ermite ornemental. Il est là vers le bas. Et je pensais qu'au fait, c'était peut-être sa première semaine. Donc, il a encore une tête normale. Et il vient d'attraper son premier
animal là, et puis vous avez le seigneur du manoir qui vient dire bonjour à son ermite pour voir ce qu'il fait. Voilà. Ensuite, tous mes tableaux, par contre, ne commencent pas comme des abstractions. Voilà un exemple. Quelquefois, j'ai vraiment une idée très claire de ce que je veux montrer. Et du coup, je ne peux pas juste commencer par une abstraction parce que j'ai vraiment une vision très spécifique. Et c'est un bon exemple où nous avons donc dans ce tableau presque un procédé de peindre selon les chiffres en quelque sorte. Et donc, voilà. Excuses for doing this painting is Une des excuses de faire ce type de tableau, c'est de peindre ces grids, c'est donc ces espèces de feuilles dans ces tableaux. J'ai passé 3 semaines à le faire. C'est un autre exemple d'une œuvre en cours. C'est un écran pliant qui a été montré ici à Paris il y a 2 ans. Et elle consistait en feuilles d'argent qu'il fallait appliquer et a nécessité très longtemps. Donc, effectivement, c'est toujours une œuvre en cours. Et voici le produit fini. J'aime beaucoup faire ces écrans, mais je pense qu'il va se passer très longtemps avant que je m'y remette. Parce qu'appliquer la feuille d'or sur chaque panneau nécessite environ 5 jours par panneau, simplement pour coller une petite feuille. Et j'utilisais effectivement des feuilles d'or à 24 carats, ce qui coûte beaucoup d'argent. Et puis, je ne suis pas bon dans l'application. Et donc, il y avait les feuilles d'or qui tombaient par terre. Alors, il y avait de l'or, donc de l'argent en quelque sorte par terre. Voici une autre œuvre en cours. C'est un exemple de... c'est incomplet, inachevé par rapport à achevé, mais j'ai beaucoup apprécié comment ce blanc entourait une partie là et cette ligne qui disparaît dans le blanc. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Mais parfois, il faut quand même terminer un tableau. Et ça, on l'appelle donc le délai. Et c'était un tableau qui devait m'aider à financer mon activité. C'est le dernier tableau que j'ai fait pour une exposition à Zurich. Et il me restait 2 jours pour le terminer. Et c'est de là que vient le titre, le délai. C'était un titre qui me représentait. Voici un autre exemple où le tableau commence comme si c'était un artiste complètement différent, peut-être Christopher Wall ou quelqu'un, mais en fait, c'est très délaissant de faire ces sous-tableaux parce que cela soulage de la pression d'avoir à trop réfléchir work is not really think about it. à la peinture. Et en fait, c'est là que je suis arrivé à mon atelier à Détroit où j'avais des panneaux plutôt larges. Et puis j'ai travaillé sur le suivant. Alors, ces 2 tableaux, j'ai essayé de les joindre pour faire un diptyque. Et puis, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec ce tableau? Et puis, finalement, j'ai compris ce que je voulais faire. Et c'est parti de 2 panneaux à 3 panneaux. Parce que parfois, quand je travaille sur ces images, je pense à une notion, une idée, et que le tableau n'est pas suffisant pour contenir tout. Et donc, je rajoute des panneaux simplement parce que j'ai épuisé l'espace disponible. Et voici l'œuvre achevée qui fait environ 6 mètres de large et qui s'intitule « La route devant » et doré, argenté et en bronze. Un tableau bizarre, mais j'aime cette notion où cet homme est arrivé dans cet accident de voiture. La voiture est tombée du pont et il est dans le fleuve. Et si vous regardez à droite du tableau,
vous remarquerez qu'il y a un tas de vieilles voitures rouillées. Et l'idée, c'était ici qu'il n'était pas le premier à avoir un accident à cet endroit. Et pour moi, c'était un peu un tableau qui donnait cette notion, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Un des thèmes que je voulais proposer au public aujourd'hui, c'était un peu cette notion de la peinture comme quelque chose de métaphysique où on n'est pas vraiment conscient de ce qu'on fait ni de pourquoi on le fait. Et cela m'arrive beaucoup quand je peins. Je commence une peinture et puis 2 jours plus tard, je n'ai aucune idée de comment j'en suis arrivé là. Et je me dis, mais comment est-ce que j'ai fait ce coup de brosse, ce coup de pinceau et puis, tout à coup, c'est quelque chose qui sort de moi-même. C'est presque une expérience extracorporelle. Et comme je l'ai indiqué auparavant, on fait une première couche et puis on peint par-dessus. C'est comme canaliser d'autres artistes. Et quand on en arrive au tableau lui-même, c'est ce qui arrive souvent. C'est canaliser les influences d'autres artistes. Et qui devient un vrai mélange de différents artistes. Là, il y a un Caspar John, là, il y a un Gustave Moreau, et puis toutes sortes d'artistes différents, tous en un seul tableau. Alors, l'un des artistes que j'apprécie beaucoup, c'est Charles Birchfield, qui est un Américain et qui est un excellent exemple de quelqu'un qui aurait pu connaître la même influence de cette notion de canaliser les peintures. Et Birchfield était réputé pour faire tous ses esquisses pendant qu'il était au téléphone. Quand il était en train de causer au téléphone, il faisait ses esquisses et ses ébauches, et ça a donné cet aspect assez bizarre de son œuvre qui n'est pas souvent exposé, mais cela me rappelle beaucoup les dessins automatiques que faisaient les surréalistes dans les années 20. Voici un de ces tableaux achevés, et là vous voyez où ces petites gribouilles peuvent finalement aboutir à quelque chose comme ça. Birchfield est intéressant parce qu'il essayait de saisir la nature, mais aussi les bruits de la nature. Et donc, quand vous regardez comme ce tableau, les arbres, vous avez les arbres qui ont ces drôles de vibrations qui sortent de l'arbre, un peu comme s'il cherchait à peindre les ondes sonores de la forêt. Voici un autre Birchfield. Alors, les surréalistes ont été les premiers à jouer avec cette notion de dessin automatique. Encore une fois, ne pas trop y réfléchir pendant qu'on fait son œuvre. Donc, ça, c'est un dessin automatique autour de 1925. En voici un autre. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches sur les dessins automatiques, comme surréaliste, j'ai commencé à comprendre que l'esthétique de ces dessins automatiques me paraissait comme ce qu'on appelle l'écriture automatique, qui est dans les sphères spiritualistes, au spirit, et était censé être quelque chose qui arrive quand l'esprit prend possession du corps de la personne, et la personne écrit ce que le fantôme lui dicte. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un lien entre les spirites et ces dessins automatiques. Et donc, encore une fois, l'occulte qui se mélange à la pratique de l'art. Et cela m'a immédiatement rappelé Cy Twombly. Si quelqu'un a pu défendre cette notion de peinture extracorporelle, Cy Twombly en est vraiment l'auteur. Et ça m'a vraiment choqué de voir combien ces fantômes spirites ont pu influencer Cy Twombly. Une autre méthode pour faire des dessins automatiques, c'est d'attacher un panneau à une de ces planches de description spiritée. J'aime cette notion d'un esprit qui prend possession du corps d'une personne, qui s'exprime au travers de ce corps.
Ici, c'est un cas très connu où cette personne était possédée et on voit ici que le spirit est en train d'écrire quelque chose dicté par le fantôme. Voici une écriture automatique d'une autre personne spirit qui disait qu'elle était possédée par un objet, un ovni martien. Donc, si jamais vous voyez ça, vous savez qu'il y a eu des martiens dans les environs. Et puis, il y avait ce cas étrange de personnes qui prétendent être possédées par des artistes qui ont vécu jadis et peignent comme si c'était l'artiste. Alors ça, c'est Florencio Anton, un Brésilien, qui, depuis une décennie maintenant, prétend canaliser Renoir et devient Renoir en faisant ses faux Renoirs. Et ici, c'est une version brésilienne de Vincent Van Gogh. Je trouve ça fascinant parce que ce n'est pas le pire tableau du monde. C'est certainement pas un Van Gogh, mais il y a de véritables qualités là. Et alors je me dis, peut-être est-il insuffisamment confiant en ses propres capacités, alors il se cache derrière cette notion de canalisation. C'est ma dernière image, mais la question avec laquelle j'aimerais conclure, c'est de dire, est-ce que l'on croit que l'acte de peindre est quelque chose qui est hors de soi, hors du corps? Est-ce qu'il y a effectivement cette possibilité qu'on soit en train de canaliser comme quand je peins, j'estime que je suis en train de canaliser d'autres artistes et peut-être que ceux qui se prétendent spirites disent que ce sont des esprits qui les influencent. Alors, quelle est la différence entre le fait de se laisser influencer par d'autres artistes et puis le fait de canaliser des prétendus esprits? Et puis, voici encore un autre tableau. Il y a un peu de Gustave Moreau ici. Encore une fois, c'est l'homosexuel. Et je voulais faire ce tableau un peu effrayant d'un homosexuel parce qu'encore une fois, c'est une sorte de créature, de pan imaginaire. Alors, je ne sais pas si c'était, si j'ai été trop bref. Voilà. Comment ça va avec le temps? Eh bien, on est dans les temps. Voilà, oui, moi j'ai fini.